Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à ce webinaire, donc Génération Climat. Donc ce webinaire, il intervient dans le contexte d'ouverture de l'appel à projet depuis le 1er avril dernier jusqu'au 16 mai prochain. Donc là, ça fait 2-3 sessions qu'on a l'habitude d'organiser un webinaire pour pouvoir créer un moment d'échange entre voilà, nous, l'équipe de Génération Climat au sens large, que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter le long de ce webinaire, et vous, donc les jeunes qui potentiellement êtes intéressés de déposer votre candidature pour cette session. Donc, je vais vous présenter globalement le déroulé. Alors, on va commencer, moi, du coup, donc je suis Inès Lasgab de la Fondation pour la Nature et l'Homme et je m'occupe des appels à projets de la Fondation. Donc, il y a l'appel à projet Génération Climat et l'appel à projet Biodiversité. Voilà. Avec moi, donc Tilat Combaté, du Forim, donc qui est référent du programme Génération Climat au Forim. Donc, on va vous présenter une première partie sur le programme, présenter qu'est-ce que le programme Génération Climat assez rapidement. Ensuite, on rentrera un peu dans le détail des critères de l'appel à projet, ce qui peut potentiellement vous intéresser si vous êtes en train de déployer une candidature sur le site internet. Ensuite, on a avec nous 2 acteurs relais du programme donc qui sont sur le terrain et qui accompagnent des jeunes, à s'engager et donc du coup à candidater, au dispositif. Donc on a Aude Bourgeois de l'association Ygraine et Estelle Mouyumba de Yes Academia. On a aussi 2 lauréats Génération Climat 2021, donc Julien Gerbet de l'association Blutopia, donc qui va nous parler de son expérience d'engagement et de son projet, ainsi que Orlan Rajao Rassisoa. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre du coup, tout de suite. Donc, à la suite des interventions, on aura bien évidemment un temps à la fin de questions-réponses. Donc sur le chat, vous pourrez, voilà, nous poser des questions et l'idée, c'est qu'on puisse, vous répondre en live. Vous avez là sur la première slide nos mails si, voilà, vous avez besoin d'approfondir ou compléter, les questions éventuelles, n'hésitez pas de nous écrire directement aux 2 adresses mail qui s'affichent donc sur l'écran. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Tilat pour qu'il puisse commencer, du coup. Très bien, merci Inès. Tu peux couper ton micro. Merci Inès. Je prends la suite pour présenter le programme Génération Climat dans sa globalité. Inès a fait une petite introduction, mais voilà. Le programme Génération Climat, comme son nom l'indique, est un programme qui vise à accompagner une génération investie sur les questions climatiques, tout simplement. Il a été lancé depuis 2016, mais en réalité, il s'inscrit dans le cadre d'un programme, enfin, d'un partenariat entre la Fondation pour la Nature et pour l'Homme et le Forum depuis 2013. Donc, ça a été la suite de ce partenariat avec le lancement de ce programme en 2016, euh, conjointement lancé par ces 2 structures, donc la Fondation pour la Nature et pour l'Homme et le Forum, mais avec un appui de l'IFAC et de France Volontaire, notamment sur les aspects volontariat, donc service civique. Et avec le soutien financier, vous voyez les partenaires qui soutiennent ce programme. Donc, vous reconnaissez l'Agence française de développement, la Fondation Prince Albert de Monaco ou encore l'assureur Maïf et bien d'autres fondations, la Fondation de France. Euh, Inès, la suite, s'il te plaît. Je vous partagerai euh, les objectifs et les enjeux de ce programme, mais avant, je vais vous partager quelques chiffres clés qui me semblent importants que vous puissiez apercevoir un peu ce qu'accomplit à ce jour le programme Génération Climat depuis son lancement. Vous verrez qu'il y a un peu moins de 1000 jeunes qui ont été bénéficiaires de ce programme à ce jour, exactement 990 jeunes, autour de 198 projets soutenus à la fois en France et à l'international, donc dans les pays du Sud. On en reviendra sur les pays
qui peuvent potentiellement voilà, bénéficier des projets de ce type. Et vous verrez qu'il y a au moins environ 190 000 personnes qui ont été sensibilisées sur ces enjeux climatiques grâce à ce programme et 585 000 euros attribués dans le cadre des différentes subventions, donc du coup dans les appels à projets. Pour la suite, je vais vous partager les objectifs du programme qui sont de plusieurs ordres, mais le premier objectif ou l'objectif global de ce programme, je l'avais dit déjà, c'est de favoriser l'engagement des jeunes avec une particularité, une attente particulière sur les jeunes issus de l'immigration, donc comme acteurs de lutte contre les changements climatiques, à la fois en France et dans les pays du Sud à l'international. Donc, sur un double espace, la possibilité de porter des actions ici en France et aussi à l'étranger. Pour arriver à cet objectif, le programme se fixe, voilà, euh, comme objectif de susciter en lien avec les dynamiques territoriales, des dynamiques en tout cas sur des territoires et d'animer ces dynamiques via les acteurs pré-identifiés qui portent ces dynamiques. Ça va être des acteurs relais, je reviendrai là-dessus, ou des dynamiques sur différents territoires. On reverra aussi ces territoires-là où des dynamiques s'organisent. Leur rôle, et il y en a deux qui témoignera tout de suite, c'est d'accompagner des jeunes, de les mobiliser, de les accompagner, de les sensibiliser et que ces jeunes soient finalement en capacité de porter un projet dans le cadre de nos appels à projets. Et l'un des objectifs, c'est de soutenir justement des initiatives de ces jeunes, soit individuellement, soit collectivement, mais voilà, accompagner des premières initiatives jusqu'au projet d'ampleur, donc des projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus impactants. Et un dernier objectif serait finalement de faire reconnaître l'expertise citoyenne de ces jeunes qui s'engagent sur ces questions et d'alimenter éventuellement les plaidoyers autour de l'engagement des jeunes sur ces questions. À la suite, du coup, je vais vous partager quelques enjeux de ce programme. Le principal enjeu, vous l'avez compris, c'est sensibiliser le plus grand nombre de jeunes aux questions liées au changement climatique et aussi à la solidarité internationale, que ce soit ici ou là-bas. Donc voilà, nous visons les jeunes en France et à l'international sur ces questions et le premier enjeu, c'est de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre d'entre eux. Un autre enjeu, c'est finalement de développer un réseau d'ambassadeurs du programme. Nous appelons ambassadeurs ces jeunes qui ont porté des projets dans ce cadre, qui ont eu une subvention et qui deviennent des ambassadeurs qui portent le programme par eux-mêmes et voilà, qui investissent différents espaces, qui témoignent de leur expérience et qui peuvent mobiliser d'autres jeunes par leur propre voix. Et un des enjeux du programme, le troisième enjeu, sinon, c'est d'offrir un parcours d'engagement à plusieurs étapes autour des coups de pouce, finalement, une petite enveloppe de 2 000 euros pour soutenir les premières initiatives autour d'un engagement. Il y a un second niveau d'enveloppe, on est à 5 000 euros pour pérenniser un peu les engagements et soutenir des projets qui sont un peu plus structurants. Et il y a un troisième niveau d'engagement qu'on appelle les bourses d'excellence, donc jusqu'à 10 000 euros potentiellement sur un projet d'ampleur ou un projet jugé innovant. Euh, à ce niveau, c'est laissé à l'appréciation du jury. On ne candidate pas directement, mais on reviendra plus en détail. On ne candidate pas directement sur une bourse d'excellence. On peut candidater soit sur un coup de main et un coup de pouce, donc 2 000 euros, ou sur un coup de main, 5 000 euros. Après, c'est le jury qui s'octroie cette possibilité de faire passer un projet sur une bourse d'excellence. Et éventuellement, il y a d'autres façons de s'engager à travers ce programme par le service civique, notamment de découverte ou d'initiative. D'ailleurs, il y a des missions en cours actuellement à l'international, des missions encore non pourvues à Madagascar et au Togo. Où est-ce qu'ils peuvent les trouver, du coup? Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces émissions? Est-ce qu'elles sont publiques? Oui, c'est publié sur Internet, oui, sur le site, oui. Oui, ces missions de service civique sont publiées sur Internet ou sinon vous nous revenez et puis voilà, on vous fera passer les annonces. Sur le site de France Volontaire? France Volontaire, FNH, Forum. Ouais. Très bien.
Alors, qui peut candidater sur le programme Génération Climat? Vous avez bien compris, tout le monde ne peut pas candidater. Les appels à projets s'adressent prioritairement ou exclusivement aux associations de droit français, donc déclarées en France avec un récépissé français et qui sont localisées en France. Donc, ces associations doivent être à but non lucratif, apolitique et non syndical. Vous avez compris, c'est inhérent à la plupart des appels à projets en France. Donc, les associations doivent être de droit français, même si le projet se réalise à l'étranger, à l'international, avec un partenaire international. L'association qui candidate, qui peut directement venir chercher le financement, doit être localisée en France. Et ça répondra à plusieurs questions éventuellement, je pense. Et au moins la moitié des membres du CA doivent avoir moins de 35 ans. Ça concerne essentiellement les associations jeunes. Vous avez compris, soit une association jeune qui porte le projet directement, soit elle se fait parrainer par une association dite classique ou de seniors. Si c'est une association jeune, pour nous, une association jeune, c'est une association dans laquelle au moins la moitié des membres du CA ont moins de 35 ans. Et les juniors associations aussi peuvent candidater. Ça veut dire les associations de mineurs qui sont constituées de personnes qui n'ont pas encore de majorité. Ces associations doivent avoir, en tout cas ces jeunes qui viennent candidater au programme doivent avoir une autorisation parentale. Et pour nous, une association, c'est au moins deux personnes, deux jeunes, soit qui se constituent en association avec leur propre association ou qui sont parrainés par une association classique, mais au moins il faut être à partir de deux. Autrement, quand on dit qui peut candidater, ça veut dire qu'il y en a qui ne peuvent pas candidater et c'est là qu'on passe à la prochaine slide. Inès. Voilà, ceux qui ne peuvent pas candidater, c'est typiquement voilà, les personnes physiques, c'est-à-dire une seule personne qui vient, qui n'est pas dans une association, qui n'est pas parrainée par une association senior, qui ne porte pas elle-même son association, mais qui vient en tant qu'individu pour demander la subvention. Ça va être impossible sur cet appel à projet. Ça va être pareil pour les organismes liés à des entreprises de type comité d'entreprise ou des syndicats professionnels. Ça ne rentre pas du tout dans le cadre de cet appel à projet. Pareil, les organismes d'obédience politique, ce n'est pas possible. Et les organismes religieux, de type religieux, ce n'est pas également possible de candidater directement sur cet appel à projet. Moi, je m'arrête là. Je redonne la main à Inès pour présenter la nature des actions éligibles dans le cadre de cet appel à projet. Ouais, merci Tilat. Je te laisse couper le son. Alors, du coup, effectivement, donc l'objectif, c'est de permettre à des jeunes de nous présenter leurs projets mis en place en France ou à l'international, mais on va y revenir en détail sur les lieux. Là, on va s'arrêter sur les thématiques. Donc, c'est le changement climatique et la solidarité. Voilà, au sens assez large, on est effectivement sur des enjeux transversaux. Donc, les thématiques en général, c'est l'agroécologie, les déchets, l'énergie ou la préservation des ressources naturelles. Voilà, donc ce sont quelques thématiques clés. Ça peut être aussi souvent, les projets, ils ont d'ailleurs ils ont d'ailleurs des projets qui ont deux thématiques parce que les enjeux se recoupent, voilà, et qu'ils sont liés. Donc, c'est assez large au niveau des thématiques et assez ouvert. On a même hein, des projets de sensibilisation hein, auprès du grand public, auprès de publics scolaires. Donc, il y a aussi, hormis ces thématiques un peu techniques, il y a aussi des projets de sensibilisation grand public qu'on peut soutenir dans le cadre de Génération Climat. Donc, sur les projets éligibles, pour compléter ce qu'a dit Tilat, donc effectivement, comme je vous le disais, on est sur la lutte ou l'adaptation au changement climatique de manière assez transversale et assez large. Le jury est particulièrement sensible, bien évidemment, à la prise en compte des enjeux de solidarité, même en France, hein, même sur les projets qui ont lieu en France. De manière plus pertinente à l'international, mais en tout cas, le jury est
particulièrement sensibles. Donc la dimension, solidarité est très importante du coup dans le cadre des projets qu'on veut soutenir. Sur la durée des projets, alors voilà, les projets qu'on soutient ne doivent pas dépasser, une mise en œuvre de 18 mois. Voilà, parce qu'on est plutôt sur, des projets de petite à moyenne taille, on n'est pas sur des macro-projets. Donc la durée, c'est maximum 18 mois. Par rapport à la date du projet, donc là, le prochain jury va avoir lieu ou fin juin ou début juillet. Donc pour les jeunes qui, candidateront, vous aurez une réponse, d'ici la mi-juillet au plus tard. Et du coup, le projet, il doit pas être postérieur à la date du jury. Il doit pas être plutôt pardon, il doit pas être antérieur à la date du jury. C'est-à-dire qu'au moment où le jury aura lieu, le projet, devra continuer ou devra avoir lieu ou devra démarrer, si vous voulez. Alors, ne sont pas, éligibles, à l'appel à projets Génération Climat, donc les projets à caractère commerciaux, religieux ou politiques et strictement artistiques ou humanitaires, qui relèvent plus de l'aide d'urgence du coup. Ainsi que les classes transplantées de type, classe verte, les échanges scolaires, les chantiers de jeunes à l'international ou tout autre type de séjour ou camp, d'immersion ou de découverte. Donc ça, ce sont, des actions qui ne rentrent pas dans le cadre des financements Génération Climat. Ne rentrent pas non plus, dans le champ notre soutien, les travaux, missions de recherche fondamentale, les études, stages ou missions, qui rentrent dans un cursus de formation. Vous avez sur la page de candidature la possibilité d'ailleurs je vous encourage à le faire, la possibilité de télécharger le règlement où vous trouverez en détail, tous les critères parce que bien évidemment là on ne peut pas rentrer, voilà dans le détail pour tous les éléments. Par contre, si vous candidatez, je vous invite à lire le règlement pardon, où là vous verrez, tous les éléments, voilà assez complets. Donc les projets, donc il y a déjà une question dans le chat sur, les lieux d'éligibilité des projets. Donc les projets, ils peuvent être faits en France, comme on vous l'a dit, ou à l'international. Et du coup, quand on dit la France, donc c'est France métropolitaine et territoire d'outre-mer. Voilà. Et pour l'international, donc là, c'est tous les pays qui sont éligibles à l'aide au développement, donc c'est plus de 150 pays. Et vous trouverez donc la liste, hein, notamment la liste est publiée tous les ans, par l'OCDE, donc elle est disponible en ligne et puis vous l'avez aussi sur le règlement. Voilà. Alors les étapes de candidature. Donc tout se fait en ligne. Comme vous l'aurez compris, on a du coup, une page, un formulaire, en ligne, pour que vous puissiez postuler, donc tout est dématérialisé. Vous avez la possibilité, dans le cadre de ce dossier de candidature, de le faire en plusieurs fois, puisque vous allez du coup créer un compte, et les éléments que vous saisirez à chaque fois seront enregistrés. Donc vous aurez la possibilité de revenir sur votre dossier si vous n'avez pas, fini de compléter, votre dossier de candidature. Donc vous pourrez le faire en plusieurs fois, c'est tout à fait possible. Hem Du coup, donc la première étape, c'est le dépôt des dossiers, la demande de subvention donc en ligne. Ensuite, après le 16 mai, nous en interne, donc l'équipe, Forim FNH, on va, réaliser une pré-instruction des projets. Là, l'idée, c'est de pouvoir, voilà, garder que les projets qui sont éligibles au sens des critères qu'on vous a exposés. Voilà. Donc ça, c'est une première étape de sélection sur la base des critères d'éligibilité. Même si vous verrez que le formulaire, il se fait en 2 temps. Il y a une première petite partie où vous répondez à quelques questions clés qui permettent voilà, de rapidement définir votre éligibilité sur les critères d'âge, notamment de l'association, de lieu, d'implantation du projet. Là, il y a 4 ou 5 questions pour commencer et si vous êtes éligible, sur cette base-là, on vous donne accès au formulaire complet. Mais il est possible que, même au-delà de ces 4-5 questions clés, l'éligibilité reste toutefois questionnée
dans le cadre des éléments que vous aurez mis dans le dossier après. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette première présélection qui est faite là. Et une fois que la liste des projets éligibles est arrêtée, donc on les soumet à un jury, donc organisé pendant un comité de sélection. Donc, tous les projets éligibles sont soumis aux membres du jury. Donc, le membre du jury est composé de personnes de la FNH, du FORI, mais aussi des partenaires qui cofinancent, enfin, et principalement de partenaires qui cofinancent le programme Génération Climat, mais aussi quelques experts, voilà, qui interviennent aussi dans le cadre de ce jury-là. Donc, le jury décide de note les projets et donc établissent une liste de projets soutenus. Donc, en général, ça va du mieux noté au moins bien noté, et puis on voit quelle est voilà, l'enveloppe disponible. Le jury peut aussi décider d'écarter des projets sur des questions de fond ou des interrogations trop importantes pendant le comité de pilotage. Mais la grosse contrainte, c'est l'enveloppe disponible, puisque là, au dernier jury, on avait une enveloppe d'à peu près 80 000 € de disponible. Donc, on peut financer les bons projets que dans la limite de cette enveloppe-là. Donc, il y a toujours une sélection, malheureusement, qui est mise en place. Et donc, du coup, à l'issue du jury, vous serez notifié de la décision. Donc, vous aurez déjà la notification qui vous sera envoyée directement via la plateforme. Donc, vous aurez la réponse assez rapidement. Après, nous, au niveau FNH, on revient vers vous voilà, avec les lauréats. J'espère qu'il y en aura parmi vous qui nous écoutez aujourd'hui. On reviendra vers vous pour établir une convention de partenariat. Et puis, pour pouvoir verser, du coup, une fois que la signature est faite de cette convention, on versera la première partie, donc 70% de la somme allouée par le jury, pour que vous puissiez démarrer votre projet. Les 30% restants étant versés à la remise du compte-rendu final du projet, voilà, par le lauréat. Donc, voilà pour la partie question, la partie critères. Est-ce qu'il y a des questions particulières qui sont remontées ou tu as pu tout répondre ou... Alors là, j'ai une question. L'association doit-elle être créée au préalable avant le dépôt du dossier de candidature? Alors, vous avez deux possibilités par rapport aux associations. Soit vous êtes organisé en association, et dans ce cas-là, pas de souci. Donc, vous y allez avec votre association. Soit vous n'avez pas encore créé d'association et que c'est en cours. Alors, écoutez, normalement, oui, elle doit être créée au moment du dépôt du dossier. Après, si on a un peu de souplesse à ce niveau-là, c'est-à-dire que si la création est imminente et que ça se joue à quelques jours, il faut que ce soit fait au moment du jury, par contre. Au moment où le jury a lieu, il faut qu'on ait les derniers documents. Donc, si c'est en cours, ça peut passer, mais encore une fois, là, il faudra qu'on échange dans le cadre de la période de préinstruction avec vous directement. Mais si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'êtes pas déjà organisé en association et que c'est trop court pour pouvoir créer une association, vous avez la possibilité de vous faire parrainer. Puisque du coup, nous, on contractualise qu'avec une association pour le versement des fonds et c'est elle qui est responsable du coup de la bonne mise en œuvre de l'enveloppe allouée. Donc, vous pouvez tout à fait vous rapprocher auprès d'une association qui gravite autour de vous, dans le même secteur d'ailleurs de réalisation de votre projet ou un autre. On est assez souple là-dessus. Il faut juste qu'elle réponde aux critères administratifs et qu'elle s'engage du coup à apporter ce contrôle sur l'utilisation des fonds. Voilà, je regarde s'il y a une autre question. On reprend à la fin pour ne pas casser la tête. Ouais, mais ok. Pour les projets réalisés à l'international, en fait, oui, il faut obligatoirement que l'association en France, elle ait un partenaire sur le terrain. Voilà. On garde vos questions sous le coude, du coup, on va avancer, puis on y reviendra. Je sais que là, on est sur la partie un peu voilà, critères, mais voilà. Chaque année, écoutez, on a 250 jeunes qui initient une candidature. On a environ 50 dossiers complets qui nous arrivent complets, du coup. Voilà. Alors, après, l'année dernière, on a en moyenne
entre 20 à 30 lauréats. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc vous voyez, sur 50 dossiers complets, on finance en moyenne 20 à 30 projets. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Voilà, alors ensuite, donc je vais laisser la parole. On va revenir du coup à la fin sur toutes les questions là que vous avez posées. On va juste continuer dans le déroulé. Je vais donner la parole à Tila, du coup, qui va poursuivre la présentation. Mon micro. Ok, très bien Inès, merci. Alors, qui peut vous aider? Ça implique que voilà, sur toute cette démarche, vous n'êtes pas du tout laissé seul dans votre démarche et qu'il y a des acteurs au-delà du secrétariat et du secrétariat technique du programme, donc la FNH et le Forum, il y a des acteurs sur le terrain qui vous accompagnent durant tout votre processus d'engagement sur ces questions, mais aussi si cela aboutit par le portage d'un projet dans le cadre des appels à projets, il y a des gens avec qui vous pouvez toujours réfléchir, travailler et maturer votre projet. Du coup, hop, à ce jour, il y a une vingtaine d'acteurs qui vous accompagnent. Ils sont de deux ordres. Il y a des acteurs relais nationaux qui sont généralement localisés à Paris, mais qui portent des actions sur toutes les régions de France, et des acteurs relais, on va dire locaux, qui portent ce qu'on appelle les dynamiques territoriales localement, donc qui sont répertoriés, vous verrez, dans différentes parties de la France. Il y a une dynamique autour de Nantes, une dynamique autour de Bordeaux, une dynamique dans la région PACA, une autre vers Lyon, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et une autre dynamique vers Mulhouse. La slide qui suit, j'ai la liste, je vous présente, mais assez rapidement, Inès, la liste de ces acteurs. Hop. Vous reconnecterez au niveau national, il y a AnimaFac, il y a le Conseil des Béninois de France, la coordination des associations guinéennes de France, Engagés et déterminés, FAC Madagascar, Fondation Être et MRJC, Unicité Yes Academia qui est avec nous aujourd'hui pour partager son expérience d'accompagnement sur son rôle ou sa mission d'acteur relais. Et vous avez les dynamiques au niveau régional. Donc, dynamique, c'est souvent regroupé entre 2 et 3 acteurs qui portent une dynamique, mais qui se complètent sur toute la démarche d'accompagnement. Du coup, au niveau de la dynamique Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez Ancela et l'association Génération Lumière. Sur les Hauts-de-France, vous avez Cap Solidarité et l'association Damas. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez le COSIM Nouvelle-Aquitaine, les maisons familiales rurales et le réseau YGREN. Il y a le réseau YGREN qui est avec nous aussi, qui va être le deuxième intervenant sur les acteurs relais et qui va nous partager son expérience. Et sur la région PACA, vous avez 3 acteurs, migration et développement, un déchet par jour et Eurasianet. En Pays de la Loire, vous avez la MCM, Unicité et le réseau GREN. Et en Bretagne, vous avez le col Nicolas Hulot et de Mozamo qui animent la dynamique là-bas en région Bretagne. Pour ce qui est des témoignages, tu peux aller, Inès. On vous l'annonçait, il y a 2 structures parmi elles qui sont avec nous. Il y a le réseau YGREN, représenté ici par Aude Bourgeois, qui est coordinatrice de ce réseau dans la région Nouvelle-Aquitaine et qui anime une dynamique sur place avec 2 autres acteurs. Il y a Yes Academia, qui est pour le coup un réseau national implanté en Île-de-France, donc à Paris, qui fait aussi de l'accompagnement, qui est acteur relais sur ce dispositif. Je vais les laisser se présenter assez brièvement, mais il faut juste noter que YGREN, c'est un mouvement d'association d'éducation populaire présent sur 5 territoires, mais Aude apportera ses précisions et Aude, elle coordonne toute leur dynamique, tout leur réseau sur la région Nouvelle-Aquitaine. Yes Academia, c'est une association qui accompagne des jeunes pour libérer leur potentiel et voilà, par le partage d'informations et l'immersion culturelle. Je laisserai aussi Estelle apporter des précisions. Du coup, sans transition, peut-être je lance dans le bain Aude, si tu es prête à intervenir
pour partager en 5 minutes maximum votre expérience de mobilisation des jeunes, de sensibilisation. Je sais que vous faites aussi beaucoup de formations sur les questions de citoyenneté mondiale d'EXI. Donc voilà, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous. IGREN, c'est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, on se retrouve bien sur les enjeux du programme Génération Climat autour des enjeux de changement climatique et de solidarité, puisque c'est notre cœur de métier. Et nous, on intervient sur toute la chaîne d'accompagnement au changement pour accompagner l'engagement citoyen. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle on se retrouve tout à fait dans le portage du programme Génération Climat sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Notre métier et nos activités au quotidien, c'est autour de la pédagogie avec différents formats, que ce soit des stands, des ateliers, des parcours éducatifs et des formations. Et dans ce cadre-là, à l'issue de ces temps animés, on présente le programme Génération Climat et on est là pour répondre aux premières questions et puis orienter par la suite les jeunes qui souhaiteraient se lancer. Notre rôle là-dedans, c'est bien de mobiliser, d'indiquer que c'est possible d'agir. Donc ça, c'est vraiment notre travail au quotidien. Et puis après, de dire, il y a des leviers et il y a des choses qui existent et qui permettent de se mettre en action, soit au niveau individuel et soit au niveau collectif. Donc, on fait aussi ce lien entre des initiatives individuelles en réunissant des publics, comme on l'a fait vendredi dernier, par exemple, en organisant un temps de sensibilisation et de connaissance du programme et en permettant à des jeunes de se connecter entre eux pour peut-être aussi renforcer leur engagement sur quelque chose de collectif. Voilà, là sur la Nouvelle-Aquitaine, on a prévu encore des dates de présentation du programme qui sont toujours liées avec des temps ludiques de compréhension des enjeux et de débat. Merci Aude pour ton intervention. Je laisse Estelle de Yes Academia rebondir, peut-être compléter sur ce que tu as présenté et que si par la suite tu as des éléments à compléter, tu pourras reprendre la parole. Estelle? Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Estelle, je suis responsable projet au sein de l'association Yes Academia. Donc, comme tu l'as bien dit, Tilat, l'association vise en fait à empowermenter les jeunes via la mise en place de programmes socio-éducatifs innovants qui sont basés sur le partage, l'immersion culturelle dans des pays partenaires, en Inde, au Sénégal, au Nicaragua, en Haïti. Et donc, on fait partir des jeunes pour des projets justement de solidarité internationale dans ces pays-là. Donc, nous, notre rôle d'acteur relais, effectivement, donc, qui se retrouve dans justement cette sensibilisation via la mise en place de projets autour de la sensibilisation aux enjeux liés au développement durable, au changement climatique et aussi à la solidarité internationale. Donc, on accompagne les jeunes qui effectuent des projets dans ces domaines-là, en France et à l'étranger. Donc, voilà, du coup, ça passe par aussi la sensibilisation via la mise en place de certains ateliers dans le cadre de nos programmes. Donc, par exemple, cette année, on a fait intervenir la directrice, une chargée des programmes de campagne de Greenpeace qui est venue donc sensibiliser les jeunes de notre programme Empower sur l'environnement. Donc voilà, et aussi bien évidemment notre rôle d'acteur de relais, c'est aussi de faire, de transmettre justement ces opportunités de génération climat, donc sur ces appels à projets, donc d'en faire la communication auprès de notre communauté de jeunes lauréats et d'alumni pour qu'ils puissent profiter de ces opportunités. Voilà, je ne sais pas si… Non, très bien, je pense que tu as complété ce qu'a dit Aude sur toute cette phase de sensibilisation, mais aussi d'accompagnement. Et en plus, tu as parlé de votre mission de relais d'information sur voilà, toutes les opportunités qui peuvent intéresser les jeunes.
Vas-y. Et depuis peu aussi, ce rôle de sensibilisation via justement deux services civiques du coup qu'on fait intervenir dans nos pays partenaires, donc au Sénégal, et Mm. qui vont pouvoir sensibiliser aussi à ces thématiques-là sur le territoire au Sénégal, à Dakar. Ok, très bien. Merci beaucoup, Estelle. Euh, Avec Aude, vous allez rester encore un peu. Peut-être qu'il y aura des questions spécifiques qui vous seront adressées et voilà, vous contribuerez à apporter des réponses à ces questions. Sur ce, je passe la main à Inès pour faciliter l'intervention de deux ambassadeurs du programme qui ont bénéficié, comme d'autres jeunes, de la subvention du programme Génération Climat et qui sont là pour nous partager leur expérience de porteur de projet. Oui, du coup, je ne vais rien dire de plus que Tilat, hein. Je vais leur laisser la parole directement. Donc, on va commencer par toi, Julien, si tu veux bien. Voilà, nous dire quelques mots de ton expérience d'engagement avec le programme Génération Climat. Si tu as quelques éléments à partager, n'hésite pas. Et puis, après, on laissera la parole à Orlan. Très bien, ouais. Merci, merci Inès et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Julien, un des deux cofondateurs de l'association Bluetopia. Donc je l'ai créé avec Mallory Morin en mars 2018. Et il faut savoir que Génération Climat, via la fondation Nicolas Hulot de la Nature et de l'Homme, pardon, et le Forum nous soutiennent depuis les débuts. Parce que c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'on a reçu des subventions du programme Génération Climat. La première, c'était en 2019. Et récemment, donc fin 2021, on a reçu une deuxième subvention. Et en fait, nous, chez Bluetopia, on encourage chacun et chacune à agir à son échelle pour préserver l'océan. Et on fonctionne par campagne thématique. Donc en 2019, c'était sur les solutions à la pollution plastique. Donc on a réalisé une série documentaire et ensuite on a développé des programmes pédagogiques qu'on a surtout menés dans des lycées. Et là, depuis 2021, on travaille sur notre nouvelle campagne pour explorer les différents liens entre notre alimentation et l'océan et comment on peut continuer à bien manger, à se faire plaisir dans son assiette tout en préservant le vivant. Et donc la Génération Climat nous soutient dans le développement des programmes pédagogiques et donc dans les interventions au collège, au lycée et dans des établissements supérieurs afin de montrer à chacun et chacune qu'il est possible de bien manger et de préserver l'océan. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que tout a été très bien expliqué lors de cette présentation. Et puis, je sais que, alors, Inès, tu peux me corriger, mais je pense que le fait de proposer, de soumettre une belle vidéo d'1 minute 30 pour bien résumer votre projet, je pense que ça peut faire pencher la balance en votre faveur. Oui, en effet, pour rebondir ce que tu dis, on demande aux candidats de nous donner une petite vidéo d'1 minute pour les présenter eux et qu'eux-mêmes présentent leur projet directement. Ça permet au jury en fait d'avoir une vision un peu plus personnalisée en fait des porteurs de projet. Donc, ça ne sert qu'à servir votre projet. Et c'est vrai que ça peut vraiment aider pour pouvoir mesurer une dynamique ou voilà, un enthousiasme qui se perçoit moins dans les dossiers de candidature. Donc, c'est un plus pour les candidats de pouvoir effectivement mettre cette vidéo et on a en général des vidéos vraiment sympas. Originales, il y a même des gens, enfin on voit que la jeunesse est très bien au fait des nouvelles technologies parce qu'on a des rendus assez sympas au niveau des vidéos qui nous reviennent. Et je rebondirai simplement, je répondrai à la question de Margot. Oui, on peut candidater plusieurs fois au programme Génération Climat, mais il faut que le projet qui a été candidaté en premier soit terminé pour pouvoir faire une nouvelle candidature. Oui, tout à fait. Et je vais même compléter. Du coup, Tilad vous l'a dit tout à l'heure, nous, on soutient différentes étapes. Donc, effectivement, on a une enveloppe jusqu'à 2 000 € pour les projets, pour un coup de pouce. Donc, pour les petits projets qui démarrent, c'est pour mettre le pied à l'étrier vers l'engagement. Et ensuite, un jeune qui a bénéficié d'un coup de pouce peut tout à fait revenir pour bénéficier d'un coup de main.
et le coup de main, donc il va jusqu'à 5 000 €. Donc effectivement, on peut revenir, mais dans cette évolution-là. Voilà, juste pour préciser, Julien, on démarre, on a 2 000 parce que voilà, on vient de se lancer. Notre projet, est lancé, mais voilà, il a évolué, donc on a d'autres projets, on a envie de financer d'autres choses. On est mûr pour pouvoir mettre en place d'autres choses, se développer, donc on revient pour demander, voilà, un coup de main cette fois-ci, donc avec une enveloppe, un petit peu plus importante. Voilà. Bon, bah, écoute, merci Julien pour ta présentation et ton partage d'expérience. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, à nos lauréats, ils seront là pour ça. En tout cas, c'est chouette, je pense que c'est chouette pour eux de pouvoir, voilà, avoir un aperçu très concret, du type de projet, qu'on finance. Donc voilà, donc c'est l'objet de cette intervention. Donc, Laurelane, je vais du coup te laisser prendre la parole. Oh, on a une petite inversion de slide, hein. Voilà. Tu es avec nous, Laurelane? Bonjour. Alors, voilà. Bonjour, oui. Alors, moi, je m'appelle Orlane, je suis la présidente de l'association TILAN. Et nous, on a répondu à l'appel à projet en 2021. C'est un projet qui s'appelle MAVAN et qui intervient principalement à Madagascar. Il faut savoir que nous, notre association, elle a des actions autant en France qu'à Madagascar et elle a deux buts principaux. La sensibilisation à la réduction des déchets et un côté plus social, on va dire, où on accompagne un orphelinat à Madagascar. Pour la partie environnementale, en France, on va sensibiliser à la réduction des déchets en s'axant plus principalement sur le textile. Donc, on organise des vide dressing pour pouvoir sensibiliser les personnes à l'impact du textile sur la planète. Et ça nous permet également de financer nos projets. Et pour la partie sociale, on aide un orphelinat à Madagascar. Donc nous, avec Génération Climat, on a voulu continuer à aider l'orphelinat et garder cet aspect de réduction des déchets et économie circulaire. Et donc, on a réfléchi à un projet qui s'ancre sur l'agriculture et plus principalement la permaculture. Et on a mis en place un potager qui pourra aider à l'autosuffisance des enfants de l'orphelinat et à côté de ça, mettre en place l'économie circulaire. Donc pour ça, on va utiliser tous les composts qu'on peut réutiliser du potager. On a mis en place des récupérateurs d'eau parce qu'il faut savoir qu'à Madagascar, il y a la saison des pluies et la saison sèche. Et donc avec le récupérateur d'eau, on peut réutiliser l'eau de pluie de la saison des pluies pour arroser le potager pendant la saison sèche. À côté de ça, ça permet aussi d'aider les enfants à être sensibilisés au respect de la terre, puisqu'on les emmène du coup sur le potager pour qu'ils soient sensibilisés au travail de la terre, en respectant le potager, justement, on va avoir des bons produits. Donc voilà, c'était une manière d'avoir quelque chose de ludique, de sensibiliser à l'économie circulaire et en même temps trouver une petite solution pour la saison des pluies, vu qu'il y a souvent des inondations à Madagascar pendant cette période-là. Nous, on a été accompagnés par une association qui s'appelle HAL, c'était notre acteur relais, et c'est eux qui nous ont aidés pour monter notre dossier de candidature. Il faut savoir que c'est très important et très intéressant d'avoir un acteur relais qui nous accompagne pendant notre appel à projet, mais que c'est vraiment pas quelque chose d'habituel. Vous verrez quand vous allez déposer votre candidature qu'il y a des questions assez spécifiques, qu'il faut bien que votre projet il réponde à une problématique.
Et c'est vrai que c'est pas la manière dont on avait l'habitude de faire. En général, on a un projet en tête et ensuite on le réalise, alors que là, c'est vraiment, on a une problématique et on répond à cette problématique et c'est autour de ça que s'ancre notre projet. Donc c'était vraiment très intéressant, et je pense que nous recandidaterons une prochaine fois. Donc oui, là, Inès, elle projette, le potager, sur lequel nous travaillons. Donc là, vous pouvez voir, les toits sur lesquels nous allons, mettre en place du coup des gouttières et des récupérateurs d'eau et c'est grâce à ça qu'on va arroser là, tout le potager que vous voyez. Très bien. Eh ben, écoute, merci Orlan. Donc effectivement, vous avez bénéficié d'un coup de pouce, hein, si je ne dis pas de Oui, bêtises. c'est ça, on Vous c'est allez voilà, pouvoir, si vous en avez besoin, nous ressolliciter du coup sur 2023, puisque pour cette année, on a qu'un appel à projet. Mais écoute, merci beaucoup Orlan pour ton témoignage, notamment sur le coup de pouce que ça a pu vous donner, d'être accompagné par un acteur relais. C'est vrai que sur les projets à l'international, on est quand même sur une logique de gestion de projet à l'international, hein, même si c'est sur des plus petits projets avec donc toute la méthode que ça implique, avec le cadre logique, donc quelles problématiques, quels objectifs, quels résultats et quelle activité. Donc on est sur un format qui parle très bien aux spécialistes de la solidarité internationale, qui ont l'habitude de ces formats, mais qui pour des jeunes qui sont étudiants, qui ne sont pas du domaine du moins professionnels ou étudiants dans le domaine de la solidarité internationale, ça peut effectivement être difficile de pouvoir formuler clairement un objectif spécifique, des objectifs complémentaires, des activités. Donc, c'est sûr que les acteurs relais peuvent beaucoup aider à ce niveau-là, puisque nous, autant que de là où on est, on peut répondre à des questions générales, comme on va le faire après, mais sur de la formulation plus spécifique, les acteurs relais ont une vraie valeur ajoutée là-dessus. Donc, on va partir sur les questions. Donc, j'en ai répondu à quelques-unes, mais on va répondre à celles qui sont arrivées entre-temps, auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, du coup, on va répondre à l'association. Donc, Samuel, j'ai répondu. Mamadou qui demande: est-il possible de déposer plusieurs projets pour la même association? Donc, non, une association, elle ne peut déposer qu'un seul projet, qu'elle parraine ou qu'elle porte directement le projet. C'est un projet par association. Voilà, Mamadou. Ensuite, donc Margot Villebrun qui nous demande: combien de temps doit-on attendre donc pour avoir une première réponse entre la présélection et l'accès au formulaire? En général, pas longtemps. En général, c'est 2 à 3 jours. Donc voilà, c'est assez rapide. Si c'est un petit peu plus long, n'hésite pas à revenir vers moi. Voilà, ça peut arriver des fois qu'il y a un bug ou en tout cas, si tu vois qu'il y a un souci, n'hésite pas à m'écrire directement. Ensuite, donc Kouété Aïvi, donc qui nous demande donc les projets pour réaliser à l'international, est-ce qu'il y a forcément une collaboration avec une association dans le pays d'accueil? Du coup, Tila, je vais te laisser répondre sur cette question-là spécifiquement. Ah oui, oui, forcément, forcément, il faut un partenaire local, sinon ça n'a pas de logique et de sens. Parce que c'est le partenaire local qui, on l'espère, maîtrise le contexte local, qui va être le point d'ancrage finalement pour vous, pour pouvoir réaliser ce projet sur place, qui peut mobiliser d'autres personnes autour du projet, qui peut nouer des partenariats localement, qui peut voir le chef du village, des acteurs de ce type-là qui peuvent faciliter ou pas l'implémentation du projet localement. Donc, pour nous, c'est essentiel, c'est un partenaire essentiel qu'il faut avoir quand on veut réaliser un projet à l'international. Il ne peut en être autrement, à mon avis. Ok, voilà, merci Tilat. Alors du coup, je réponds maintenant à... pourquoi j'ai le double son, moi? Donc, je réponds maintenant à... Sur le financement. Ouais, Aro Namana, du coup, qui demande s'ils doivent adapter leur budget sur l'enveloppe maximum des 5 000 €. Alors, le projet peut tout à fait faire plus, avoir un budget plus important
que notre enveloppe à nous, qu'on alloue. Du coup, un projet peut tout à fait être à 15 000 par exemple et nous demander 5 000. C'est tout à fait envisageable. Vous pouvez ou nous présenter le projet global, nous dire voilà, voilà le projet dans sa globalité, et nous préciser, nous, sur quel financement enfin voilà, sur quelle action vous allez flécher notre financement. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez tout à fait demander, un autre montant que l'enveloppe qu'on alloue. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais surtout, si je peux me permettre un complément, la règle du jeu, ce n'est pas seulement de se limiter, tu peux couper, Tom. Ce n'est pas seulement de se limiter au financement du programme Génération Climat, mais de mutualiser des partenariats d'autofinancement, de trouver des cofinancements si possible, à la fois ici et là-bas pour monter le budget. Le financement, les 5 000 euros du programme ou les 2 000 euros d'ailleurs, ce n'est qu'un financement parmi tant d'autres, mais il faut mobiliser d'autres ressources, à la fois publiques autour des municipalités, des régions, etc., ou d'ordre privé pour abonder le budget. Mais l'idée, ce n'est pas de s'arrêter qu'à la subvention du programme Génération Climat. Voilà, j'ai répondu vite fait tout à l'heure, mais je vais le redire. Donc, on a en moyenne 200 candidatures initiées pour 50-60 dossiers complets et on est entre 20 à 30 projets financés par jury. Voilà. Donc, ce qui laisse quand même une très, très bonne chance hein, par rapport voilà, par rapport à la différence entre le nombre de projets reçus et le nombre de projets soutenus. C'est un peu plus qu'1 sur 2. Donc, voilà, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Bonjour, si l'association demande 5 000, peut-elle avoir moins ou est-il préférable de demander d'emblée un montant inférieur? La seule raison qui peut justifier que l'association ait moins, c'est que le jury le détermine en fait, que le jury, ou estime que, le projet, voilà, pourrait tout à fait démarrer avec une enveloppe moindre. Il est aussi possible, c'est arrivé que dans le cadre du jury, il y ait des projets qui soient en concurrence, c'est-à-dire classés à peu près au même niveau. Mais on décide pour pouvoir financer un maximum de projets, sur ces projets-là où il y a eu des discussions, de diminuer un peu l'enveloppe pour pouvoir en financer plus. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc c'est les 2 cas de figure où effectivement on peut donner moins, que ce qui a été demandé. Alors ensuite, Samuel Potin qui demande: «Pour le parrainage, pouvez-vous développer?» Alors le parrainage, donc en fait, quand on est dans le cas de figure du parrainage, c'est-à-dire que des jeunes ne sont pas organisés en association et se rapprochent d'une association pour pouvoir, candidater. Dans ce cadre-là, le critère de la jeunesse ne s'applique pas à l'association qui parraine, puisque l'association là ne fait que parrainer, elle n'est pas alignée, enfin elle ne porte pas le projet. Donc là, le critère de la jeunesse va s'appliquer uniquement aux porteurs de projet. Donc on demande à ce que ce soit au moins 2 jeunes, voilà, qui présentent le dossier. Donc le critère de la jeunesse ne s'appliquera donc juste pour l'association qui parraine aux 2 jeunes qui portent le projet et qui du coup figureront dans le dossier de candidature. Voilà. Pour Margot Villebrun, donc le projet peut-il être financé à 100% par l'appel à projet? Non. Notre financement, il est compris entre 30 et 70%. Voilà, donc ça, c'est spécifié dans le règlement. Donc entre 30 et 70% notre financement. On ne peut pas financer à hauteur de 100%. Il faut obligatoirement des cofinancements. Il y a aussi la possibilité de faire de la valorisation. Voilà. Ensuite, alors, Margot qui demande, oui, donc Margot, en effet, tu peux candidater plusieurs fois, mais dans le cadre de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as bénéficié d'un coup de pouce parce que tu démarrais, tu étais sur un petit projet et qu'il y a eu une évolution et que tu postules à un coup de main. Voilà. Par contre, si tu as déjà bénéficié d'un coup de main, tu ne pourras pas repostuler une deuxième fois. Voilà. Alors, Labo Diallo qui nous demande... Ah oui, alors du coup, Tilad, je vais peut-être te laisser la parole. C'est vrai nous, notre objectif, c'est vraiment de financer les associations en France. On a toutefois des associations comme celle de Labo Diallo qui sont à l'international
et qui ont vent de notre dispositif et qui sont intéressés. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans la dynamique. Toutefois, au niveau du forum, il peut y avoir des facilités à mettre en lien au niveau des réseaux. C'est-à-dire, le forum peut vous mettre en lien avec des réseaux d'acteurs sénégalais en France, mais je vais laisser la parole à Tilat qui pourra vous expliquer ça mieux que moi. Ouais, mais surtout, il faut noter que la question est directement posée à Estelle, de voir si Estelle peut faciliter cette mise en lien avec une association française. Au-delà d'Estelle, je me permets quand même d'apporter quelques éléments. Euh, c'est possible, mais ce n'est pas ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire, on ne met pas en lien systématiquement des associations à l'international avec celles qui sont en France. On peut faire des recommandations, vous orienter vers une association française, mais à vous d'être en capacité de construire un partenariat qui aboutit au portage collectif d'un projet de ce type et réalisable dans votre pays. On peut juste vous orienter vers une structure qu'on connaît bien, qui est peut-être dans cette dynamique, qui peut commenter le projet avec vous, mais on ne fait pas de la mise en lien systématiquement. Après, je ne sais pas, puisque Estelle est là, est-ce que Estelle, tu veux apporter des éléments? Est-ce que vous, à Yes Academia, c'est quelque chose que vous êtes en capacité de faire? Alors justement, comme tu dis, j'ai pas grand-chose à rajouter. On peut effectivement voir pour mettre en lien, parce que vu qu'on gravite autour effectivement d'associations, enfin de réseaux qui gravitent autour de ces sujets-là, effectivement, on peut voir en fonction aussi du projet et nous, des associations qu'on connaît, essayer de voir pour mettre en lien, effectivement. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que tu as dit, Tilat, si ce n'est que effectivement bien avoir le projet, quoi, le projet déjà bien construit pour qu'on puisse effectivement après voir pour mettre en relation avec une association. Mais ceci dit, Monsieur Diallo, n'hésitez pas à la suite de ce webinaire à garder contact, à nous envoyer un mail ou des choses de ce genre pour creuser cette réflexion avec vous. Je complète pour dire que, bon, là encore, on peut faire de la mise en lien, de la mise en réseau, parce que, bon, des fois, il y a des partenariats qui se tissent au gré des opportunités. Mais j'insiste sur le fait que le jury va être particulièrement attentif à ce que ce soit les jeunes qui nous sollicitent, qui sont à l'initiative et qui sont engagés et dynamiques sur le projet, si vous voulez. On ne va pas financer des jeunes qui font juste un rôle de guichet ou de juste remplir un dossier de candidature. Ça, le jury, il est particulièrement attentif à ça. Donc, voilà, attention à ces montages un petit peu boiteux qui peuvent résulter de ce type de mise en lien. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique qui soit portée, une initiative qui soit portée directement par les jeunes ici. Donc, je ne veux pas non plus créer de faux espoirs. C'est un critère important. Néanmoins, on a des acteurs qui peuvent faire de la mise en lien avec des structures en France. Mais j'attire quand même votre attention sur ce point-là. Alors ensuite, j'ai une question donc toujours de Haro Namana qui demande donc si c'est la première fois qu'on postule, est-ce qu'il faut obligatoirement postuler un coup de pouce? Pas obligatoirement. Vous allez pouvoir postuler un coup de main seulement si vous avez déjà une expérience dans la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que s'il y a une antériorité, que vous avez déjà réalisé des actions de même type et que là, vous êtes à une autre étape de votre engagement, donc pas tout au début, vous pourrez d'emblée solliciter un coup de pouce. Parce qu'il y a une question dans le formulaire qui vous demande ça. Quelle est votre expérience antérieure? Et en fonction de la réponse, elle vous amène à un coup de pouce ou un coup de main. Donc, c'est tout à fait possible, mais il faut que vous ayez de l'expérience et il faut qu'il y ait une antériorité quand même avec des actions qui aient déjà été mises en place précédemment. Voilà, donc je réponds en même temps à la question de Jean-Gilles qui était de la même du coup. Donc vous pouvez tout à fait demander directement un coup de main, mais dans un cadre d'expérience déjà établi. Voilà. Sinon, si vous démarrez tout juste, il faut démarrer doucement, quoi. Alors, ensuite, Moussa Miki qui nous demande, donc, non, il fait juste présenter. Voilà, il ne nous demande rien. Est-ce que la prochaine question, je continue à balayer?
Vas-y, donne-la nous si tu l'as sous les yeux. Je la retrouve pas du coup, Tilat. Tu peux couper le micro. Ouais. Tilad, je crois que ton micro est désactivé. Ah, Ah oui, désolé. voilà. Tu as coupé. Ah, désolé, je parlais dans le vide. Ouais, je disais à Madou que c'est possible, il y a un lien pour accéder à la plateforme pour soumettre votre projet, mais il faut noter, cela a été dit, que l'initiative doit être portée par des jeunes au niveau de la France ou une association de droit français. Donc, il ne faut pas oublier cette disposition qui ne vous permet pas, depuis le Niger, de candidater directement sur un tel appel à projet. Ça a été évoqué aussi en amont, le fait de nouer un partenariat, soit via notre orientation, soit parce que vous êtes en capacité, vous, de construire directement un partenariat qui vous permette un portage collectif, mais par une association basée en France. Alors, du coup, ensuite, on a une question sur des restrictions. C'est la question de Sixte Martineau, donc qui nous demande s'il y a des restrictions sur les dépenses liées aux subventions obtenues. Alors, vous allez construire votre budget. Donc, le budget doit pouvoir répondre aux problématiques de votre projet. Donc, nous, on va financer que les dépenses qui sont éligibles dans le cadre de votre projet. Après, effectivement, il faut que ce soit assez équilibré, notamment sur les infrastructures. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer que du fonctionnement, voilà, et on ne va pas financer que des infrastructures. Donc, il faut que ce soit assez équilibré dans la mise en œuvre du projet, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de ressources humaines, il faut qu'il y ait un petit peu éventuellement de l'expertise, il faut qu'il y ait, pourquoi pas des constructions, des matériaux. Voilà, en général, un budget, il comprend un petit peu tous ces éléments. Si c'est un événement, eh ben, il y aura des déplacements, il y aura du matériel, voilà, etc., etc. Donc, non, juste, il n'y a pas de restriction. C'est assez, vous avez la main hein, sur votre budget. C'est à vous de construire votre budget pour qu'il puisse répondre au mieux à votre objectif. Mais néanmoins, le jury ne va pas financer que des ressources humaines ou que des infrastructures, par exemple. Voilà. Ensuite, donc Claire Poineau qui me demande si l'organisation d'un festival est éligible sur une dizaine de jours qui aurait lieu dans plus d'une centaine de sites en France. On a déjà financé des événements, tout à fait. Voilà. Par contre, on ne financera pas une deuxième édition. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a financé un événement, voilà, le jury, par expérience, n'a jamais, d'ailleurs, on l'a rajouté dans le règlement, n'a pas financé la deuxième. Donc, si c'est une première sollicitation pour Génération Climat, et si le festival répond aux enjeux du climat, donc vous pouvez tout à fait nous solliciter. Donc, Labo Diallo, Tilad va vous envoyer le lien vers la page d'appel à candidature directement. Comme ça, vous pourrez la garder. Alors, non, ça, il n'y a pas de questions. Souci de connexion. Il y a une question sur question-réponse. Oui, vas-y, dis. Attends, je coupe mon micro pour qu'on t'entende. Tilad, ton micro est encore désactivé. On n'entend pas.
Oui, c'est bon. Inès vous revient. Inès reprend la parole. Ouais, bah, écoutez, voilà, sur la partie de chat, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, est-il possible d'utiliser une partie du financement pour financer un service civique à hauteur de 80 € par mois? Tout à fait. Vous pouvez tout à fait inscrire dans votre budget des frais liés à un service civique, tout à fait. Ensuite, Margot qui demande un salarié ou une salariée de l'association de moins de 35 ans peut-il candidater à l'appel à projet? Alors, dans le cadre des coups de pouce, non. Sur les coups de pouce, donc jusqu'à 2 000 €, on n'est que sur de l'engagement bénévole. Après, sur les coups de main, c'est possible qu'une des personnes soit salariée de l'association. Vous pouvez quand même, du coup, candidater. Voilà. Mais uniquement sur les coups de main. Donc, je reprends les questions et réponses pour voir s'il y a des choses qui… moi, je n'ai pas du tout regardé, donc je vais voir. Donc, projet de reboisement dans les écoles. OK. Donc, merci pour nous partager le type de projet pour lesquels vous aimeriez candidater. Donc, les conditions de parrainage, il suffit juste que vous que vous trouviez une association. Donc, là aussi, les acteurs relais peuvent vous aider. Parce que si vous êtes sur un territoire donné et qu'il y a un acteur relais qui n'est pas très loin et que vous cherchez une association pour vous parrainer, les acteurs relais ont une vision assez fine des acteurs qui sont autour d'eux, donc ils pourront certainement vous aider à trouver. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un acteur relais s'il y en a un pas très loin de votre zone, à vous. Voilà. Donc, ça y est, ça, on a répondu. Alors là, j'ai une question de JNSEC qui demande savez-vous s'il est possible de déposer une candidature en 2022 si l'association a déjà reçu une subvention lors de l'année 2021? Alors, c'est ce que je disais, JN. En fait, vous pouvez recandidater tout à fait si vous partez d'un coup de pouce et que vous nous demandez un coup de main cette fois. Voilà. Par contre, si vous avez déjà eu un coup de main, JN, tu me rappelleras le nom de votre projet, du coup. Mais si vous avez déjà eu un coup de main, non, vous ne pouvez pas nous ressolliciter. Par contre, si c'est un coup de pouce, vous pouvez. Voilà, les amis. Bah, écoutez, vous aurez été presque 45 à nous suivre tout le long de ce webinaire. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour le programme Génération Climat. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à faire référence au règlement donc, qui est téléchargeable depuis la page pour postuler la page du formulaire. N'hésitez pas à nous écrire à moi ou Tilat. N'hésitez pas à vous adresser du coup à Aude ou Estelle si elles sont sur votre territoire. Vous avez aussi la liste des acteurs relais sur le site, donc vous pouvez tout à fait aussi les consulter. Tilat vient de vous envoyer le lien vers le formulaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à l'attraper et à le copier pour que vous puissiez voir ça directement. Et je vous souhaite bonne chance dans la suite de votre parcours de candidature. Et puis, on se tient à votre disposition si besoin est. Je remercie nos intervenants pour votre disponibilité et vos interventions respectives. Je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous dis au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.